Bonjour tout le monde. La capsule que vous vous apprêtez à visionner fait partie d'une série de séances condensées en économétrie universitaire. Notre but est de repasser ensemble l'ensemble des concepts et des notions essentielles à votre réussite du cours d'économétrie universitaire. Si vous êtes intéressé par des notions et des concepts plus particuliers, n'hésitez pas à aller voir dans la description du vidéo. Vous allez pouvoir trouver l'ensemble des concepts abordés dans la séance, en plus des chronomètres pour y accéder plus rapidement. Si cette vidéo-ci vous aide dans votre apprentissage de l'économétrie, pensez à laisser un like sur la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une bonne étude et une bonne réussite en économétrie. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième séance en économétrie universitaire. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble la régression linéaire simple et en fait, on va poursuivre ce qu'on a fait ensemble dans la dernière capsule. Donc, dans la dernière séance, on a vu ensemble comment est-ce qu'on est capable de calculer les coefficients d'une régression linéaire. On a vu comment calculer les coefficients d'une régression linéaire simple pour bêta 0 et pour bêta 1. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble dans la dernière capsule. Aujourd'hui, on va vraiment plonger en profondeur dans chacun de ces estimateurs-là. Et on va essayer de répondre à deux questions. Lorsque j'ai un échantillon, quelle est l'espérance de mes estimateurs? Et donc, plus précisément, on va essayer de voir est-ce que mon estimateur est biaisé? Donc, est-ce que le bêta 1 que je trouve dans ma régression linéaire devrait être le même que celui que je trouve dans ma population? Et ensuite, on va s'intéresser à la variance des estimateurs. Donc, est-ce que je peux faire confiance à ma régression linéaire? Ça va être donc le sujet de notre capsule d'aujourd'hui. Je vous recommande, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'aller écouter la dernière capsule. Donc, la dernière séance, la séance 2, on a vraiment vu beaucoup de choses sur la régression linéaire et ça se peut que j'y fasse mention dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes peut-être un petit peu, si vous n'êtes pas tout à fait à jour dans vos connaissances en économétrie, n'hésitez pas à aller voir cette capsule-là. C'est un petit rafraîchissement qui pourrait faire du bien compte tenu de ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule-ci. Donc, on a vu les propriétés des estimateurs suivantes. Donc, j'avais une régression linéaire à titre de rappel. J'essayais de prévoir le salaire en fonction du niveau d'éducation. Et on avait trouvé ensemble, mathématiquement, une forme mathématique pour bêta 0 et bêta 1 en fonction de mes données. Donc, j'avais trouvé ici, par exemple, que bêta 1 allait être égal à la covariance entre x et y divisée par la variance de x. On avait ensuite trouvé une équation pour déterminer bêta 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Ah, ça, c'était cet effet, on avait vu ça ensemble, donc on ne repassera pas sur l'interprétation de chacun de ces coefficients-là. Si vous voulez revoir l'interprétation, eh bien, allez dans la séance précédente, on en discute en long et en large. Ce qu'on veut approfondir aujourd'hui, c'est la question suivante, c'est-à-dire la notion de biais. On s'intéresse à voir est-ce que bêta 1 ici que j'ai estimé est représentatif de ma population et est-ce que je peux avoir confiance en ce bêta 1-là que j'ai estimé. Donc, commençons par discuter du biais de l'estimateur. Hein? En général, on a un modèle économétrique qui essaie de prédire une relation dans la population. Donc, moi, j'ai une population, j'ai 28 millions de Canadiens, Canadiennes qui travaillent en ce moment sur le marché du travail et j'essaie d'expliquer, en fonction de leur niveau d'éducation, quel devrait être leur niveau de salaire. Mais moi, je n'ai pas des données sur 28 millions de Canadiens. J'ai peut-être un échantillon de 10 000 Canadiens. Et je me pose la question, moi, sur mes 10 000 Canadiens, quelle est la relation entre l'éducation et le salaire? Et la question que je cherche à me poser, c'est est-ce que le bêta 1 que je vais estimer par ma régression linéaire serait le même que celui que j'aurais trouvé si j'avais eu un échantillon dans ma population? Donc, si j'avais eu toute ma population, j'aurais trouvé ici bêta 1. Notez que je ne lui mets pas d'accent circonflexe pour bien le différencier de mon bêta 1 avec un accent circonflexe qui représente le coefficient qu'on trouve dans notre régression linéaire à partir d'un échantillon. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce bêta 1-là va être représentatif du bêta 1 que je trouve dans ma population? Eh bien, vérifions-le. Vérifions-le mathématiquement, tout le monde. J'ai bêta 1, mon estimateur ici, bêta 1. Je sais que bêta 1, l'estimateur va prendre la forme suivante. Et là, notez que j'ai un petit peu transformé
un petit peu transformer mon équation ici, là. Plutôt que de mettre y moins y bar, le truc, c'est que j'ai pas besoin de mettre le y bar en fait. Je peux tout simplement multiplier par yi. Donc j'ai xi moins x bar multiplié par yi divisé par xi moins x bar au carré ou encore xi moins x bar multiplié par xi. Ce qui va me donner essentiellement la même chose. Donc j'ai une équation pour bêta 1. Mais moi, je vous dis la chose suivante. Mes données proviennent d'un échantillon. Hein. Xi, je les observe dans un échantillon et yi, je les observe dans un échantillon. Mais imaginons que mes échantillons avaient été générés par ma population à la place. Donc, au lieu d'avoir un échantillon y observé dans mon échantillon, je vous dis y est déterminé par cette équation-là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, j'ai le droit de faire ça. Ce processus-là, pour ma population, me permet de générer des YI. Donc, générons-les, nos YI. Je les génère avec ma population. Et je vous pose la question suivante. L'espérance de bêta 1, moi je cherche l'espérance de ce terme-là, lorsque YI provient directement de la population. N'importe quel YI de ma population. Donc, j'ai XI moins X bar multiplié par bêta 0 plus bêta 1 XI plus l'erreur I d'une population. Donc ça sort de ma population avec les vrais paramètres de ma population. Le tout divisé par la variance de mes XI. Excellent. Je peux distribuer ici ma multiplication avec mes additions. Donc je multiplie bêta 0 à cette sommation-là de XI moins X bar. Je fais la même chose avec bêta 1 XI. Et je fais la même chose avec le terme d'erreur, Donc, j'ai mes trois sommations ici. Vous avez xi moins x bar multiplié par bêta 0, hein, la première distribution. Vous avez xi moins x bar multiplié par xi bêta 1, mon deuxième, qui est mon deuxième terme. Et vous avez mon troisième terme, et le tout reste toujours divisé par la variance de x. Excellent. Étudions-les un petit peu plus en profondeur encore. Donc, je sais que ce terme-là ici, le premier terme va être égal à 0. Pourquoi? Parce que la somme des xi moins les x bar, la somme des xi moins les x bar fois bêta 0, bêta 0 ici c'est une constante, donc je peux le sortir de ma sommation et le mettre à l'avant. Donc la somme de mes xi moins les x bar, eh bien ça c'est 0, hein, c'est la définition d'une moyenne. Si je fais la somme de toutes mes xi, moins la somme de toutes mes x bar, eh bien x bar est une constante ici, et ce terme-là va me donner 0. Donc j'ai bêta 0 multiplié par 0, ça me donne 0. Vous avez ensuite, xi moins xi moins x bar multiplié par xi fois bêta 1. Donc vous avez, une fois de plus, on peut sortir bêta 1 de ma parenthèse. Hein. Je peux sortir bêta 1 de ma parenthèse, et là vous allez avoir xi moins x bar fois xi divisé par xi moins x bar fois xi. Donc, bon, on va pouvoir annuler les xi moins x bar, donc il va vous rester seulement bêta 1. Il va vous rester seulement bêta 1. Et ensuite, vous allez avoir plus xi moins x bar multiplié par ei. Et ce terme-là, hein, ce n'est rien de plus que la covariance entre x et e. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu dans les hypothèses de Gauss-Markov? Dans les hypothèses de Gauss-Markov, j'ai vu que ce terme-là, xi moins x bar multiplié par ei, devait être égal à 0. Donc, vous avez bêta 1 plus 0 divisé par la variance de x, donc vous avez seulement bêta 1. Et qu'est-ce que ça nous donne donc comme résultat? Ça me donne que l'expérience de bêta 1 devrait être égale à bêta 1 si je n'ai aucune covariance entre le terme d'erreur et ma variable en x. Laissez-moi juste un instant pour me moucher rapidement et on continue après notre analyse du biais de l'estimateur. Excellent. Donc, je sais maintenant que l'espérance de bêta 1, mon équation bêta 1 ici, là, en moyenne, devrait me donner le bêta 1 de la population si la covariance entre mon terme d'erreur et mes variables indépendantes est nulle. Donc, si on respecte nos hypothèses de Gauss-Markov, on devrait donc avoir un estimateur qui, en moyenne, n'est pas biaisé. Naturellement, parfois, vous allez avoir un estimateur qui est plus élevé, parfois vous allez avoir un estimateur qui est plus faible. Hein? On n'est pas naïf. Vous n'arriverez pas
avec mon échantillon, j'arriverai pas nécessairement toujours à avoir l'estimateur de ma population. Mais en moyenne, j'ai pas de raison de penser qu'un échantillon aléatoire qui provient de ma population devrait me donner quelque chose qui est systématiquement différent de l'estimateur de ma population. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Notre estimateur de bêta 1 est non biaisé. Maintenant, allons voir la variance. Donc, c'est-à-dire que je sais qu'en moyenne, je devrais avoir un estimateur qui se rapproche de celui de la population. Mais vous n'êtes pas naïf, très improbable, même pratiquement impossible, que l'estimateur que vous allez obtenir soit exactement celui de la population. Hein, donc, il y a une certaine variance. Peut-être que vous allez être très malchanceux et que l'échantillon que vous allez piger dans votre population ne sera pas du tout représentatif de votre population. C'est de la malchance. Et on va vouloir quantifier cette variance-là. On va vouloir quantifier c'est quoi les probabilités essentiellement qu'on se trompe. Parce que c'est pas impossible. Et comprendre d'où elle provient. Donc, commençons par regarder ensemble d'où elle provient, cette erreur-là. Mais avant, on va se simplifier la vie en vous parlant du concept d'homocédasticité. Donc, je vous ai dit que c'était une de nos variables, en fait, une de nos hypothèses de Gauss-Markov, et l'homocédasticité nous dit la chose suivante. Notre coefficient va respecter l'homocédasticité si la variance de l'erreur, sachant x, est constante. Donc, elle reste la même. Vous avez ici deux graphiques. Vous avez un graphique de gauche qui respecte l'homocédasticité. C'est-à-dire que j'ai une droite, hein, j'ai une droite avec un certain bêta 1, j'ai une certaine pente à ma droite, et j'ai un terme d'erreur. Mais peu importe on se trouve où dans mes variables x, qu'on soit au début ou qu'on soit à la fin, on semble toujours avoir la même marge d'erreur raisonnable. Parfois on se trompe beaucoup, parfois on se trompe beaucoup moins, parfois on surestime, parfois on sous-évalue, etc. Mais en moyenne, ça a l'air relativement constant. Inversement, quand vous regardez le graphique de droite qui ne respecte pas l'homocédasticité, eh bien là, on voit qu'au début de notre régression, on semble plus sûr de notre affaire. Hein? Il semblerait que les données varient beaucoup autour de ma droite, et lorsqu'on augmente x, lorsque x augmente, tout d'un coup, le terme d'erreur, lui, il varie plus aussi. Hein, il semblerait qu'on se trompe plus et qu'on se trompe moins. Ça rend l'estimation de la variance de bêta plus difficile. Donc, est-ce que vous devez avoir confiance en bêta? La réponse, c'est dans le cas où vous avez aucune homocédasticité, ou dans le cas, pardon, de gauche où on respecte l'homocédasticité, eh bien, on va dire, par exemple, oui, je peux respecter bêta, peu importe on se situe où. Et dans le cas de droite, eh bien là, vous allez dire, est-ce que je peux respecter bêta? Est-ce que je peux avoir confiance en bêta? Mais là, vous allez dire, ben, un instant, ça dépend. Est-ce que X est faible? Si X est faible, oui, je trouve que bêta est une bonne régression. Mais si X est élevé, je trouve que bêta est peut-être pas si bon que ça. Donc, par simplicité, on va assumer qu'on est dans une situation où la variance, elle est constante. Vous allez voir, ça nous simplifie la vie. Mais éventuellement, on va vouloir la laisser de côté, cette hypothèse-là. Mais pour l'instant, gardons-la. Gardons-la parce que ça nous simplifie la tâche. Donc, il y a deux facteurs principalement qui vont affecter notre compréhension de la variance. Le premier facteur, c'est la variance de la variable dépendante. Donc, ici, je vous ai mis deux graphiques. Un graphique à gauche et un graphique à droite. Vous avez plusieurs données. Dans le graphique de gauche, ce qu'on remarque, c'est que la variance de y autour de mes x est assez faible. Hein, donc, quand vous avez 2 années d'éducation, votre salaire hebdomadaire va varier entre 400 et 300. Donc, vous êtes quand même assez certain que ça va varier entre 400 et 300. Et ça me permet de dire, juste à vue de nez déjà, que j'ai beaucoup confiance en mon indicateur ici, en ma régression linéaire, parce que la variance de ma variable explicative, de ma variable dépendante, est relativement faible autour de ma variable indépendante. Inversement, si la variance de la variable dépendante est très élevée, si la variance de y sachant x est très élevée, donc si ici j'ai 2 années d'éducation, mais que le salaire hebdomadaire, lui, pour quelqu'un qui a 2 années d'éducation, va varier entre 500 et 200, et bien là, c'est difficile d'avoir confiance en cette régression linéaire-là. C'est beaucoup plus difficile d'avoir confiance. Dans les deux cas, j'ai la même régression. Hein. Notez que dans les deux cas, j'ai une équation où y est égal à 48,182x plus 240,23.
Donc, mes équations n'ont pas changé. Dans les deux cas, mon équation n'est pas biaisée. La question, c'est à laquelle est-ce que je fais le plus confiance. Donc, clairement, je vais faire plus confiance à la variable, à ma variance lorsque, à mon indicateur, mon coefficient bêta, lorsque j'ai une plus faible variance autour de ma régression linéaire. Ça, c'est une première composante. Mais ce n'est pas tout. J'ai une deuxième composante qui est la variance de ma variable dépendante. Donc, regardez ici une fois de plus mon équation. J'ai deux fois la même équation linéaire, mais cette fois-ci, vous avez un côté à gauche où mes données sont toutes autour de 3. Donc, moi, j'essaie de trouver quel devrait être l'effet de l'éducation sur le niveau de salaire. Et la majorité de mes données, c'est lorsque les individus ont 3 années d'éducation. Euh, donc, est-ce que je suis convaincu que ma régression est bonne lorsque j'ai des individus qui ont 5, 6, voire même 7 années d'éducation, lorsque moi, je ne les représente pas dans mon échantillon? La réponse, c'est non. Donc, clairement, le fait d'avoir un grand étendu dans ma variable indépendante, donc avoir, par exemple, un deuxième échantillon où mes données sont mieux espacées sur ma régression, donc j'ai des gens qui ont 2, 3, 4, 5, 6 années d'éducation, eh bien là, j'ai plus confiance que cette régression-là m'apporte une bonne estimation de de la pente de ma régression linéaire, donc de mes bêtas. Excellent. C'est les deux composantes de ma variance. Ici, je ne vous montrerai pas mathématiquement comment trouver la variance de bêta 1. Je vais vous la donner tout cru. Je vais vous la donner tout cru parce que ce n'est pas nécessairement facile de calculer la variance de mon bêta 1. Mais maintenant qu'on comprend chacune des composantes, cette variance-là de bêta 1 devrait être très claire de façon intuitive. Et donc, la variable de bêta 1 va prendre la forme suivante. La variance est égale d'abord à la variance de y sachant x, et je sais que cette variance-là est constante. C'est mon hypothèse d'homoscédasticité. Donc, je vais avoir une variance ici, sigma carré. Donc, j'ai la variance de mes variables y divisée par la variance ici de ma variable dépendante, de ma variable indépendante, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une grande variance dans ma variable indépendante, retournons à ma variable indépendante, de ma variable dépendante, pardon. Si j'ai une grande variance dans ma variable dépendante, eh bien, clairement, je n'aurai pas beaucoup confiance en bêta, en mes coefficients estimés, et donc, je devrais avoir une grande variance de bêta 1. C'est ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une grande variance dans ma variable indépendante? Eh bien, lorsque j'ai une grande variance dans ma variable indépendante, on fait un petit peu plus confiance ici à mon bêta 1. Donc, vous voyez que c'est les deux termes qu'on a vus ensemble qui se retrouvent dans ma variance et qu'on est capable de les comprendre intuitivement. Excellent. J'ai un dernier point à vous parler en fait dans la variance. Moi, je vous dis que la variance de y sachant x est très importante. Donc, la variance de ma variable dépendante, c'est-à-dire ici de mon salaire. Mais il y a un problème ici dans l'évaluation de la variance de mon salaire. Pourquoi il y a un problème? Parce que je ne suis pas nécessairement capable de trouver la variance du salaire de ma population. Moi, je ne sais pas nécessairement c'est quoi la variance du salaire de la population canadienne et je dois la trouver, cette variance-là, avec mon échantillon. Et mathématiquement, la variance de mon échantillon va être biaisée. Laissez-moi retourner ici à la bonne page. Donc, la variance de ma population est biaisée. C'est-à-dire que dans mon échantillon, pour le trouver, je dois calculer, bon, d'abord y moins y bar au carré. La variance de la population, vous feriez simplement diviser par n. Mais parce que je suis dans un échantillon, je vais devoir diviser par n moins k, ici k étant le nombre de paramètres à estimer dans ma régression linéaire. Donc, c'est juste une petite correction de la variance pour la variable dépendante. Et c'est une correction de la variance qui va faire en sorte que la variance estimée dans mon échantillon va être en moyenne la même que celui de ma population. C'est juste une faible correction comme ça. Mathématiquement, ça ne devrait pas nécessairement avoir un gros effet. Donc, si jamais vous avez un échantillon tellement faible que le fait de soustraire le nombre de paramètres à estimer dans votre régression linéaire joue un rôle important dans la détermination de la variance de votre bêta 1,
c'est probablement parce que vous allez probablement avoir des problèmes beaucoup plus importants que l'estimation de la variance de votre population. Et donc, c'était le but de la séance d'aujourd'hui. On a vu ensemble deux résultats importants. La variance de l'estimateur dépend de deux facteurs, c'est-à-dire la variance de ma variable indépendante, qui va être, qui est la variable x ici. Donc ici, nous, dans notre exemple, c'est la variance de l'éducation. Plus la variance de notre variable indépendante est importante, plus, plus notre variance de notre estimateur va être faible. Et ensuite, on a vu que ça dépendait de la variance de la variable dépendante. Et donc ici, il y a une petite faute dans ma diapositive. Donc la variance de la variable dépendante, plus elle est élevée, plus on va avoir de la difficulté à avoir confiance envers notre régression linéaire. Et on a également vu un autre résultat très important, c'était de dire que si on n'a pas de corrélation entre notre terme d'erreur et notre variable explicative, notre variable indépendante, eh bien l'estimateur devrait être non biaisé. On va avoir l'occasion de voir dans une prochaine capsule qu'est-ce qui se passe si je viole cette hypothèse-là, et on va voir que c'est le genre de choses qui peut arriver lorsqu'on commence à s'intéresser aux régressions linéaires multiples. Et la régression linéaire multiple va être le sujet de notre prochaine séance. Donc j'espère vous revoir dans notre prochaine séance en économétrie universitaire.